Culture Média 94 FM Dakar. Grand jury avec le professeur Abdou Salam Sall, l'ancien recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et président du comité de pilotage des assises de l'éducation et de la formation, répondra aux questions de Mahmoudou Ibra Kane. Au menu de ce face-à-face, la réforme du système, la crise universitaire, entre autres sujets. Professeur Abdou Salam Sall, Mahmoudou Ibra Kane, c'est ce dimanche à 11h dans le grand jury sur la RFM 94 FM, la radio de toute l'actualité. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous renouveler votre fidélité. Le grand jury a le plaisir de recevoir Abdou Salam Sall. Bonjour. Bonjour Mahmoudou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur titulaire de classe exceptionnelle en chimie inorganique, ancien recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et président du comité de pilotage national de pilotage des assises de l'éducation et de la formation. Vous êtes auteur de nombreuses publications, dont la plus récente, un ouvrage paru aux éditions L'Harmattan intitulé « Les mutations de l'enseignement supérieur en Afrique, le cas de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ». Professeur, l'UCAD justement est plongé dans une crise comme par les années passées, on peut le dire ainsi. La réforme de l'enseignement supérieur initiée par l'actuel pouvoir a du mal à passer. Que pensez-vous de cette crise en tant qu'ancien recteur de cette université? Je vous remercie Mahmoudou. Naturellement, on va vous parler des assises de l'éducation, mais en ce qui concerne l'enseignement supérieur, il faut dire que la réforme avait été entamée depuis longtemps. Parce qu'en 2003 déjà, vous le rappelez tout à l'heure, hein, c'est le livre qui a consacré ce qu'on a fait. Et l'université s'était dotée d'une vision à partir de 6 paramètres qu'on avait empruntés à la conférence mondiale sur l'enseignement supérieur au XXIe siècle. Et la question était de réorganiser tout le dispositif à partir de la qualité, de la pertinence, des financements et de la gestion des finances, de la coopération, de l'Internet et des étudiants. Vous voyez qu'on touchait plein de paramètres parce que pour réformer l'université, il fallait prendre l'ensemble. Et donc, qu'est-ce qu'on cherchait à avoir? D'abord, à engager le Sénégal dans le référentiel mondial, qui est la réforme LMD, mais ce n'est qu'un référentiel. Ce référentiel devait nous servir pour l'amélioration des flux internes. Il me revient que ça commence à se faire par la capitalisation des crédits et d'améliorer le flux externe, ce qui reste à vérifier. Maintenant, le gouvernement a fait les assises sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui comme hier, il me semble qu'il y a des mesures stratégiques qu'on n'a pas bien prises en charge. En réalité... Comme quoi? En réalité, il n'y a qu'une seule université avec des capacités d'accueil acceptables, c'est l'université de Dakar. Les autres universités n'ont pas de mur. Et dans la durée, on se rend compte que le gouvernement n'arrive pas à supporter les charges sociales et à investir dans les infrastructures des universités. Or, la mission essentielle du gouvernement, c'est les infrastructures des universités. Il fallait donc trouver, et ça depuis 2007, hein, il était question de traiter cette affaire, de voir comment permettre au gouvernement de jouer son rôle et de trouver d'autres mécanismes pour l'apport, le soutien aux études des étudiants. C'était notamment tout le dispositif qu'on mettait en place sur les fondations pour permettre demain les crédits aux étudiants. Quand vous mettez en place un dispositif de crédit aux étudiants, vous libérez, l'État recycle l'argent via les fondations pour les garanties aux étudiants qui en ont besoin, et ça libère un volant important qui permet à l'État d'investir dans les infrastructures des universités pour la rétention
au niveau des régions. Aujourd'hui, Ziguinchor veut retenir beaucoup d'étudiants. Malheureusement, Ziguinchor n'a pas les murs pour cela. Voulez-vous dire, professeur, que l'actuel pouvoir a un peu dévié de la voie de la réforme tracée en 2003? Il y a plusieurs autres axes. On parlait tout à l'heure de... Là, je parle tout de suite des infrastructures, des bourses, etc., avec des paradoxes. Mais si on regarde aujourd'hui ce qu'on appelle master pour tous, pourquoi on a fait les masters? La réforme, ce n'était pas un alignement au référentiel mondial. C'était pour régler des problèmes internes. On se rendait compte que des étudiants avec la maîtrise n'arrivaient pas à s'insérer parce qu'il n'y avait pas un savoir-faire fléché sur un métier pour leur permettre de s'insérer. Il n'y avait pas toute cette politique pour ouvrir le marché et ne pas considérer que le placement. Donc, on a commencé par les doctorats, parce qu'une université, c'est la recherche. Et c'est les équipes de recherche qui se recyclent en équipe pédagogique. Donc, même notre façon d'enseigner devrait changer. Chaque fois que j'ai entendu un collègue dire « j'ai corrigé 2000 copies », moi, j'ai entendu qu'il n'a pas d'équipe de recherche. Quand il y a une équipe de recherche, vous partagez les copies et vous préparez les doctorants à exercer le métier. Même si, avec la réforme, les doctorants ne sont pas dédiés uniquement à l'enseignement, ils sont aussi dédiés à l'ouverture du marché. Donc, il y a plusieurs mesures stratégiques qu'on a loupées, qu'on a raté un temps soit peu. Il y a un problème réel de pilotage, de gestion, de compréhension. Moi, je ne peux pas me satisfaire qu'un enfant, je l'amène jusqu'en licence. Je lui dis, bon, ok, je t'ai donné la licence, je n'ai plus rien à faire avec toi. Je ne peux pas me satisfaire de ça. C'est ce que justement les étudiants refusent en disant mais on nous abandonne pratiquement. D'où leur revendication, le master pour tous. Mais non, c'est vrai qu'il y a une relation. Oui. Je me suis toujours... j'ai toujours été bluffé par la capacité des Américains à partir du bachelor de ne pas aller en master. Et j'ai essayé de comprendre. J'ai essayé de comprendre pourquoi... Ce n'est pas lié qu'à l'efficacité de la formation. C'est lié au marché du travail. Est-ce qu'en ayant ce parchemin, vous pouvez vous insérer? Et ce qu'il explique aux États-Unis aussi, c'est que beaucoup d'étudiants s'endettent beaucoup. Et dès qu'ils ont le bachelor, ils ont la possibilité de travailler, ils disent « Ok, on arrête, on travaille un peu et quitte à revenir demain parce qu'on a les fondamentaux. » Donc, il y a une corrélation entre le marché. Aucune réforme n'est neutre. Chaque cas est un cas particulier. Le problème s'était posé dès les premiers jours des masters quand on était aux affaires avec la faculté d'économie. Mais on a discuté avec le doyen, on a discuté avec les collègues, on a créé des conditions et il fallait créer beaucoup de filières qui travaillent dans des conditions innommables avec les effectifs, etc. Mais je crois qu'on doit encore réfléchir sur comment gérer cela et ne pas laisser un enfant qu'on a pris depuis la 6e, on l'amène jusqu'en licence avec des connaissances générales sans aucune application. Par contre, si on avait créé les licences professionnalisantes, oui, il était parfaitement possible de regarder dans le temps comment on avait créé 5 licences professionnalisantes. Il fallait continuer le travail. La réforme s'accompagne d'une tension permanente, d'une quantité de travail énorme. Mais Mamadou, on était là pour les assises, pas pour les... Oui, mais justement, je veux juste comprendre, parce que c'est très important pour l'opinion. Vous avez quand même dirigé cette université. Quel entendement doit-on avoir de cette réforme LMD? Autrement dit, le master pour tous est-il possible? Personne ne peut dire oui. Personne ne peut dire non. Et pourtant, les autorités actuelles ont dit non. Impossible. Non. Impossibilité n'est pas universitaire. Chaque cas est un cas particulier qu'il faut apprécier. Et si nous visons l'efficacité externe, est-ce qu'en laissant les jeunes avec la licence non qualifiante, c'est la licence générale, est-ce que ça leur permet un placement? Qu'est-ce qu'on fait de cela? Et d'autre part, il me semble que nous devions beaucoup réfléchir sur comment préserver les acquis de l'ancien système tout en bénéficiant des effets bénéfiques du nouveau système. C'est ce qu'on essaye de faire. C'est cette tension qu'il faut garder en permanence. Rien n'est facile, mais il y a toujours des solutions pour peu qu'on considère et l'intérêt
de l'étudiant et l'intérêt de la société. Et notre raison d'être, c'est les étudiants. Dans votre raisonnement, est-ce qu'on devait aboutir à une suppression de la généralisation des bourses et aides? Non, j'avais dit que, et je suis bien placé, depuis 2007, il était question d'arrêter cela. Ah oui? Sous le magistère du président Wade? Naturellement, et je suis bien placé pour ça fait dire. Quand même désordre aujourd'hui que lui dise non, il ne faut pas supprimer cette généralisation des bourses et aides. Moi, ce que je souhaite, c'est que sur les questions éducatives, qu'il n'y ait pas de gestion politicienne. Parce que construire les ressources humaines se fait dans la durée. Et ça ne concerne pas un régime, ça concerne le Sénégal. Sur certaines choses, nous devons bâtir un consensus. Nous devons faire ce que la science dicte. Aujourd'hui, il est clair, c'est un grand paradoxe. Comment j'ai entendu parler de 40 milliards pour les bourses? Il me semble qu'on ne donne pas... En tout cas, moi, en 2010, j'avais voté un budget de 25 milliards et les 20 milliards venaient de l'État. Comment on peut donner à l'université un budget inférieur au budget qu'on réserve pour les bourses et aides? Et c'était plus des aides que des bourses. Alors qu'il y a des mécanismes qui permettent aux étudiants d'avoir des ressources financières. Parce que la plupart du temps, nos étudiants échouent à cause de l'environnement financier, à cause des difficultés sociales. Donc, de la pauvreté, il faut oser le dire. Aujourd'hui, on remarque même qu'il y a des étudiants qui tendent la main. Un jeune étudiant sérieux qui venait de Fatick m'a dit, monsieur le doyen, j'étais doyen de la fac de sciences en son temps, j'ai découvert la pauvreté en venant à Dakar. C'était terrible. Mais c'est des questions qu'il faut traiter. Et il est possible de les traiter par d'autres outils. On a trop été... Je vous renvoie à mon livre. Dans l'imaginaire des Sénégalais, une fois qu'on est à l'université, l'État nous doit tout. Or, l'État cesse de nous devoir quelque chose depuis qu'on a terminé le cycle primaire, voire secondaire. Autrement dit, l'étudiant doit apprendre à se débrouiller. Il faut qu'on le mette comme dans d'autres pays où l'étudiant peut travailler pour financer ses études. Mais quand je mettais en place... pourvu qu'il y ait du travail. Quand je mettais en place un dispositif de sécurité à la fac de sciences, ces étudiants s'étaient proposés parce que en dehors, ils étaient des veilleurs de nuit à l'intérieur de Dakar, etc. Certains s'y étaient opposés. J'ai été minorisé, mais je croyais que beaucoup de fonctions à l'université pouvaient être exercées par les étudiants eux-mêmes. Vous parlez de ça. Parlons de la sécurité à l'université. Pourquoi il n'y a pas eu de police universitaire alors qu'il y a eu 3 directives interministérielles pour la mise en place de la police universitaire et que l'université avait fini de s'organiser à cet effet? Pourquoi? Et ce qui aurait réglé quoi? C'est ce débat sur les franchises universitaires. Mais les franchises, ce n'est pas un état de non-droit, c'est un état de droit contrôlé par la structure interne. Donc, est-ce que nous, avec les gouvernants, on parle le même langage? Est-ce qu'on comprend les enjeux? Parce que l'étudiant, quand même, c'est quelqu'un de particulier. Il quitte chez lui pour venir à l'université. Si tout se passe bien, il ne retourne pas chez lui. Donc, voilà un peu... Sauf que là, la différence, c'est des forces de l'ordre extérieures qui viennent camper dans l'université. Ça, vous n'êtes pas d'accord? Naturellement, je les avais remerciés, mais j'ai été obligé par moment de les appeler. Mais il faut dire que si on ne met pas en place nos dispositifs de sécurité, il est clair que n'importe quel groupe organisé peut changer les choses. Or, il y a des méthodes modernes de prévention et de gestion des environnements universitaires. Mais c'est tellement important qu'on doit construire un consensus sur l'enseignement supérieur, sur le système éducatif de façon globale, pour faire la différence au niveau du Sénégal et de la région. Très bien. Je rappelle que nous recevons à cette émission le grand jury, l'ancien recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Abdou Salam Sall. Il est le président du comité national des assises de l'éducation et de la formation. Alors, quelques dates qui vont nous permettre de parler de ces assises de l'éducation, quelques dates repères des réformes du système éducatif sénégalais qu'on peut lire dans l'hebdomadaire Nouvel Horizon de cette semaine, États généraux de l'éducation et de la formation en 81, concertation nationale sur l'enseignement supérieur après l'année invalide de 93-94, projet d'amélioration de l'enseignement supérieur initié par la Banque mondiale en 96, réforme de la carte universitaire en 2005 et enfin, l'année dernière, concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur. On ne peut pas dire que le succès a été au rendez-vous de toutes ces réformes, professeur. Notre système éducatif est-il irréformable? Très très bonne question, mais quel est notre système éducatif? Est-ce
le système qu'on a hérité de la colonisation? Est-ce la tradition de formation coranique qu'on a eue pendant 5 siècles avant la colonisation? Est-ce l'éducation traditionnelle qu'on avait avant l'introduction de l'islam où, du regard, on pouvait dire beaucoup de choses? Est-ce que, après les indépendances, j'ai auditionné beaucoup de personnalités, je leur ai posé la question, est-ce qu'on avait interrogé cet héritage? Est-ce que cet héritage était conforme aux intérêts du Sénégal et à nos imaginaires? Est-ce qu'on avait la masse critique pour analyser tout, internaliser les 3 couches de formation pour aboutir à un établissement, à une université, à un enseignement conforme à nos valeurs de civilisation? J'ai été chez les Layènes, ils m'ont dit quoi que vous faites, que vous fassiez, nous vous recommandons l'humilité. J'ai été à Touba, on m'a dit attention, il faut articuler l'instruction et l'éducation. Parce que le grand marabout, pour l'école française, considérait que c'était l'instruction, mais que l'éducation, nous devions nous en charger. J'ai été à Tivaouane, on m'a dit il faut du civisme et du patriotisme. Cardinal Adrien Sarr m'a dit qu'il va me donner une étude sur les valeurs à promouvoir, mais les contre-valeurs à combattre. Mamoudou, nous sommes... Notre logo s'appelle Bulbe. Ceux qui sont de Saint-Louis savent, c'est l'embouchure. Ça veut dire que nous sommes à la croisée des chemins. Deux choses l'une. On emprunte un chemin qui nous conduit à la société du savoir. À la croisée des chemins, mais aussi à la croisée des réformes. Je crois nos chemins parce qu'il nous faut substantiellement changer les choses. Comment comprendre que nous soyons un peuple de foi et dans l'éducation publique? Parce que le problème de fond, c'est l'éducation publique. Si au début des indépendances, les plus brillants étaient dans l'éducation publique, aujourd'hui, dans les villes, on se rend compte, ceux qui ont peu de moyens mettent leurs enfants dans le privé. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la masse critique de compétences et l'équité dans l'accès. Nous tous, nous avons gravi les échelons grâce à l'enseignement public et nous devons tendre la perche à tout le monde. Oui, nous devons internaliser tout cela, bâtir un consensus et voir comment le mettre en place dans la durée. C'est-à-dire, le consensus est fondamental parce que l'éducation ne se décrète pas. L'éducation se construit dans la durée. Nous ne pouvons pas comprendre 3 choses. La première chose, c'est que l'on n'utilise pas nos langues. Or, les expériences prouvent que l'enfant qui commence par sa langue a des atouts certains pour réussir les études, pas seulement dans les langues, mais dans les sciences. Nous ne pouvons pas comprendre que nous veuillons bâtir un citoyen modèle. Et le grand paradoxe, c'est qu'on est 95% de musulmans, moins de 5% de chrétiens et d'autres, un peuple de foi, et les contre-valeurs prospèrent. Donc, il y en a un d'ailleurs, j'ai lu un peu des contributions sur votre site, c'est important que les auditeurs le retiennent d'ailleurs, assise-du-6 éducation au singulier.sn, il y en a un qui dit la liste de Touba, allusion à la liste de Touba aux prochaines élections locales, une leçon pour les assises de l'éducation. Quelle compréhension avez-vous de cette contribution? Nous avons été à Touba. On a un problème que les résidents de Touba même ont analysé. Dans l'imaginaire de certains, l'école d'inspiration française n'est pas autorisée à Touba. Il faut l'éducation coranique. L'éducation coranique, si on réussit au mieux, on est dans les humanités. Or, le monde moderne est porté par la science et la technologie. De sorte que la ville de Touba s'agrandit,
des structures de services s'installent, c'est des structures techniques, pas des structures qui font appel aux humanités. C'est des structures techniques. Si Touba ne fait pas attention, c'est des éléments extérieurs à Touba qui vont venir animer ces structures au détriment des enfants de Touba. Donc, nous avons discuté avec la cellule éducative à Touba. Il me semble que nous devions beaucoup réfléchir. Parce qu'en même temps qu'il n'y a pas l'école d'inspiration française, et je leur ai dit maintenant, on va construire l'école d'inspiration sénégalaise, c'est-à-dire alliant et éducation, instruction et éducation, selon notre modèle de compréhension, parce que nous tous... Il faut modéliser donc notre système éducatif. Notre système éducatif doit être conforme à nos valeurs que nous voulons promouvoir. Or, que je sache, les Sénégalais connaissent bien dans l'imaginaire du Sénégalais. D'ailleurs, moi j'ai beau être prof de chimie titulaire, mais dans l'imaginaire des Sénégalais, l'érudit, c'est celui qui maîtrise l'exégèse coranique. Il faut qu'on arrive à les convaincre qu'il y a d'autres types d'érudits. Mais aussi, moi j'ai été en Arabie Saoudite. J'ai rencontré les jeunes issus des écoles coraniques qui font l'enseignement supérieur là-bas. Ils me disent, mais monsieur le recteur, nous voulons être des ingénieurs, nous voulons être des techniciens. Je leur dis, malheureusement, votre formation initiale ne vous autorise pas à le faire. Vous n'avez pas fait des mathématiques. Et donc, nous devons inventer un système où, à partir d'une entrée différenciée, qu'on puisse unifier la sortie. Et d'autre part, il y a un grand problème. Jusqu'à présent, le Sénégal n'a pas eu de problème comme on en a connu au Mali, au Nigeria, parce que l'islam qui a été véhiculé ici, c'est un islam humaniste. C'est un islam fait de persuasion, pas de force. Mais certains porteurs de l'islam, je ne dirais pas fondamentalistes, parce que pour nous, on est des fondamentalistes. On croit, on essaie de maîtriser les textes, on essaie de pratiquer. Mais aussi, les gens se trompent, parce que je suis allé en Malaisie, une université des sciences, et c'est une université islamique des sciences. Pour dire qu'il n'y a pas de dichotomie, il faut qu'on articule les formes d'éducation qu'on a avec le projet de société qu'on a. Qu'on sorte un seul homo sénégalensis, identique, maîtrisant bien les sciences, maîtrisant les exégèses et maîtrisant sa foi. Mais ça veut dire aussi, professeur, que l'érudit qui est à l'université comme vous, s'il veut être considéré et compris, comme on comprend l'érudit qui maîtrise le Coran ou la Bible ou la Torah, cet érudit universitaire doit aussi parler aux Sénégalais dans des langues qu'ils comprennent plus facilement. Autrement dit, les langues nationales. Vous posez deux équations. Et l'une des équations est la solution structurelle. L'accessibilité des universitaires à tous les ordres d'enseignement. Il me revient, en tout cas, je ne sais pas dans toutes les universités américaines publiques, mais à l'université de Virginia Tech, que dans le cahier de charge des enseignants, il leur est fait obligation une fois par semaine d'aller dans les autres ordres d'enseignement. Si vous regardez le site web, il y a une proposition qui veut que les doctorants aillent dans les autres ordres d'enseignement. Que serait le Sénégal si les universités étaient concernées par les autres ordres d'enseignement du point de vue de l'imaginaire que ça représente pour les enfants, du point de vue de l'imaginaire que ça représente pour les enseignants, mais au-delà des universitaires, si tous les diplômés du système, comme vous, qui vous en êtes sortis par les études, retournez le ministre Serigne Mbaye Thiam a dit retour semaine de l'éducation de base. Si nous tous nous transformons ce slogan en projet de solidarité qui est du reste conforme à nos valeurs. Mais sauf que au Sénégal, la solidarité, elle est clanique, elle est familiale, elle est religieuse, elle n'est pas institutionnelle. Il est temps qu'on puisse avoir une solidarité institutionnelle pour aller autour du savoir. Que serait cela? Et deuxièmement, je viens de dire que le problème,
ça a été posé aux États généraux, vous aviez commencé par là, l'introduction de nos langues. La complexité avait été réglée par la différenciation, mais le problème que nous essayons de résoudre maintenant, c'est est-ce qu'on l'introduit avec un retrait rapide, un retrait médian ou un retrait tardif? Et comment l'introduire avec cette très très grande inéquité qu'il y a au Sénégal? Mamadou, il n'y a que 12% de nos enfants qui fréquentent le préscolaire. Et ça veut dire qu'il n'y a que 12% qu'on outille sérieusement pour affronter la vie et affronter l'instruction et le savoir. Oui, mais c'est parce que c'est cette articulation entre l'éducation coranique, l'éducation religieuse, si on veut généraliser, et l'éducation reçue à l'école française. Est-ce qu'il ne faut pas avoir cette articulation, justement? Mais je vous ai dit que la grosse équation pour nous, c'est la synthèse entre ces trois éducations, et que nous, notre problème, c'est comment introduire nos langues nationales, renforcer le français, s'ouvrir à l'anglais et mieux maîtriser les sciences. C'est l'équation qu'on veut résoudre avec 4 inconnus. Mais si vous avez 4 équations avec 4 inconnus, la diagonalisation est simple. Ben, expliquez-nous. Non, les mathématiciens, le nombre d'inconnus doit correspondre au nombre d'équations, et à partir de là, avec l'intelligence croisée des Sénégalais. C'est pour cela que nous appelons. Moi, j'ai été nommé, on ne m'a pas dit trouve une solution. On m'a dit interroge les Sénégalais. Interroge les Sénégalais sur qu'est-ce qu'ils veulent construire. Est-ce qu'on peut se fixer? Aujourd'hui, on a une masse critique de Sénégalais qui ont réussi par les études, qui sont ou au Sénégal ou en dehors du Sénégal. Et de les interroger dans les régions, dans les terroirs, mais à travers le site web aussi. Vous venez de donner le site web. Pour qu'on nous dise qu'est-ce qu'on veut construire, comment le construire. Donc, vous avez adopté une démarche de consultation citoyenne pour piloter ce comité national des assises de l'éducation et de la formation. Comme le dit Mafaka, qui est le coordinateur du comité d'appui scientifique, les assises, c'est trois phases. C'est le dialogue social. On est allé au fin fond du Sénégal avec les régions, on les a poussés, on a organisé un atelier d'harmonisation, mais on a envoyé nos équipes dans les régions via les 5 bassins. Je n'ai pas dit que le découpage du Sénégal, c'était 5 bassins, mais nous, on a utilisé 5 bassins. Le bassin nord avec Saint-Louis, Matam et Louga, le bassin centre avec Fatick, Kaolack et Diourbel, le bassin ouest avec Thiès, Dakar, le bassin sud-est avec Kédougou, Tambacounda et Kaffrine, et le bassin sud-ouest avec Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. Partout. Ça donne des idées par rapport à la décentralisation. Comme par hasard, c'est les mêmes bassins qui utilisent les douanes. Et on a envoyé nos équipes. On a demandé aux comités régionaux d'aller le plus loin possible au niveau des terroirs pour interroger les Sénégalais. Qu'est-ce qu'ils veulent? En fait, notre objet, c'était que chaque Sénégalais se dise que ma solution est dans l'éducation. Quel que soit mon niveau de pauvreté, quel que soit mon niveau de difficulté, je vais investir dans mon enfant, dans mes enfants, qui vont réussir leurs études, et je m'en sortirai par l'éducation. Aujourd'hui, si vous regardez le site web des assises, vous avez la carte du Sénégal, et si vous cliquez sur une région, vous avez le rapport de la région. Phase sociale, discussion avec les syndicats, avec tout le monde. Phase technique, où on met les ateliers, les commissions thématiques. Vous savez, il y en a 7 commissions thématiques. La commission sur la vision et les finalités, la commission sur la gouvernance, la commission sur les financements et la gestion des finances, la commission sur l'équité et la qualité, la commission sur l'enseignement technique, la formation professionnelle et en rapport avec le marché, la commission sur les enseignants et la commission sur la stabilité du système. 240 experts qui travaillent sur les commissions. Et on l'élargit avec l'éducation de base de 10 ans, le groupe qui est coordonné par Moundoui, et d'autres contributions de l'UNESCO, etc. Mais aussi
les benchmarks qu'on fait au niveau international. Tout ça là va nous permettre d'avoir l'ossature technique. Et il restera le débat politique. Le débat troisième politique, phase. Troisième phase qu'on a abordée déjà avec les auditions des anciens ministres, les ministres du PS, les ministres du PDS, les ministres actuels. Nous voulons que les Sénégalais se rendent compte que l'éducation doit s'adosser sur une structure technique qui utilise ce que dit la science, pas ce que disent les gouvernants du moment, ce que disent les Sénégalais de façon globale. Ce qui permettra une permanence, une continuité du système. Une continuité qui, ce qui nous garantit, c'est une continuité qui est évaluée en permanence et réajustée aux exigences de la société et aux mutations de nos comportements, mais aussi aux mutations de l'économie. Petite parenthèse, votre démarche rappelle aussi celle des assises nationales pilotées par le président Amadou Mahtar Mbow. Oui, non? Par endroit, il arrive un moment, nous avions été un peuple colonisé. Nous avons acquis notre indépendance, nous avons essayé de faire tourner un État. Un moment, 50 ans après, se dégage beaucoup de compétences qui repensent tout à l'aune des éducations de base qu'on a reçues, mais des influences qu'on a reçues du monde entier. Donc il est logique qu'on puisse, le gouvernement nous avait dit d'ailleurs, une inclusivité, mais naturellement une technicité, mais naturellement une grande ouverture au monde changeant. Parce que l'éducation formate le citoyen pour que le citoyen puisse participer à la vie, mais surtout pour que le citoyen soit utile à sa société et puisse aussi se servir et servir sa société. L'émission Le Grand Jury de la RFM a le plaisir de recevoir ce dimanche Abdou Salam Sall, président du Comité national des assises de l'éducation et de la formation. Il a été recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Dans les termes de référence justifiant ces assises nationales, vous posez la question suivante. Comment sortir de la crise scolaire et bâtir un enseignement de qualité au Sénégal dans un environnement stable? Je vous renvoie à la question. Oui, justement, moi, on me demande de ne pas répondre aux questions, on me demande de les poser, de les expliciter. Aujourd'hui, c'est moi qui les pose. De les expliquer. Non, on le pose aux Sénégalais. Oui. Nous souhaitons... Qu'est-ce qui va venir là? Nous avons les rapports des régions. Si vous cliquez sur le site web, et nous vous remercions, parce que nous avons dit que maintenant, il est temps qu'on dise aux Sénégalais ce que les assises sont en train de proposer pour instaurer le débat maintenant. Pas après les assises. L'attention doit exister maintenant. Comment est-ce qu'on doit faire? Mamadou, j'ai organisé un forum au lycée Ngalandou Diouf en entrant par des questionnaires. Questionnaires administrés aux élèves, administrés aux anciens élèves, administrés aux enseignants, administrés aux parents d'élèves. Et les surveillants m'ont beaucoup critiqué parce qu'il n'y avait pas de questionnaire les concernant. L'assistante sociale m'a critiqué et la bibliothécaire aussi m'a critiqué. Mais après, on leur a fait leur questionnaire. Mais l'essentiel, c'était qu'on était entré par les questionnaires. 136 élèves ont répondu à notre questionnaire. Et ce sont les élèves eux-mêmes qui ont dépouillé leur propre questionnaire et qui les ont présentés comme intrants du forum pour qu'on discute. Mais à la question, quel métier vous voulez faire, c'est extraordinaire. Aucun élève n'a dit enseignant. Ah ouais. Moi, en tant qu'ancien doyen de la fac de sciences, je sais qu'avec la diversification des filières, nos étudiants ne veulent plus embrasser l'enseignement parce que pour peu qu'ils fassent de l'informatique, pour peu qu'ils fassent de la biotechnologie, pour peu qu'ils fassent des sciences appliquées, ils gagnent un salaire 2-3 fois supérieur au salaire que gagne l'enseignant. Comment, quel que soit le système qu'on veut construire, quelle que soit l'orientation de centralité de l'élève, tous les systèmes efficients considèrent que l'élève est sacré, que tous les élèves, d'ailleurs, notre logo le rappelle, notre logo tout en s'appelant bulbe, a une configuration qui rappelle les neurones. Nous naissons tous avec le même nombre de neurones. La différence s'exerce par les relations neuronales
par la plasticité du cerveau, donc par notre capacité à créer des liens entre au niveau des neurones. Donc, potentiellement, chaque enfant est né génie. Comment on fait pour qu'il soit réellement un génie ou pour qu'il puisse s'en sortir? Dans tous les systèmes, c'est l'enseignant qui est le socle de tout cela. L'enseignant bien formé, l'enseignant motivé, l'enseignant comprenant les enjeux, l'enseignant est un système. Oui, c'est une des thématiques d'ailleurs. Vous parlez d'enseignants, statut, profil, recrutement, formation et gestion des personnels enseignants, évaluation des enseignants et des enseignements. Absolument. Je crois que quand tu prends comme intrant l'enseignant, tu prends une grille d'évaluation de la performance interne de l'établissement, que les enseignants au départ savent qu'ils doivent satisfaire cette grille et qu'il y a un retour d'information pour la communauté locale, mais pour la communauté globale, nous créons le changement. Mais on doit attirer une attention. Mamadou, nous sommes allés à l'intérieur du pays. Les Sénégalais nous ont dit, est-ce qu'il y a deux Sénégal? Un Sénégal du littoral et un Sénégal de l'intérieur des terres. Les enseignants vont dans les régions. L'enseignement, si vous avez une formation académique solide, au cours du temps, vous vous bonifiez. Par la pratique, vous vous bonifiez. Et quand les enseignants se bonifient, ils quittent les terroirs pour revenir sur la côte. Il faut qu'on voit quelle politique de rétention de ces enseignants à travers tout le Sénégal. Et que l'on fasse... L'enseignant ne peut pas être riche, mais il fait les riches. L'enseignant doit avoir une position centrale, mais il faut en créer les mécanismes de reconnaissance. Et lors de ce forum dont je parlais à Ngalandou Diouf, les anciens élèves qui ont répondu à... Il y a eu 41 réponses venant des anciens élèves. Ils ont dit aux élèves présents, faites attention, ne caractérisez pas très tôt vos enseignants. Ils sont bons parce que nous, on est à l'université, on a fait l'université et c'est grâce à ce qu'ils nous ont donné comme outil qu'on s'en est sorti. Donc il faut créer ce lien de retour d'information, de reconnaissance, de sacralisation et de motivation. Parce que quelle fierté on peut avoir aujourd'hui de dire tel est passé entre mes mains, je l'ai formé. Mais il faut... Les anciens du Prytanée militaire, très bien organisés, très bien structurés. Vous savez, la dernière fois, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, certains de nos anciens enseignants, nous avons payé le billet pour aller à la Mecque. Il faut généraliser ces dispositifs de bonne pratique et de reconnaissance mutuelle, mais nous devons tout faire pour, un, sacraliser l'enseignant, deux, que l'enseignant soit conscient de sa responsabilité, trois, tout faire pour bâtir un système où on dit que on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas de crise, il n'y aura pas de turbulence zéro, comme disait Ibn Diadji, paix à son âme, mais qu'on puisse anticiper sur les crises. Mais aussi que les anciens puissent parrainer aussi leurs cadets qui sont en train de se former. Est-ce que ce n'est pas là aussi une des clés? Non, Mamadou, ça, je vous dis que non seulement c'est la clé, mais c'est la solution structurelle pour le Sénégal. Pourquoi? Parce que quand l'ancien élève retourne dans son établissement, d'abord, il y a une ambition que ça crée auprès des élèves qui se disent, mais il était là, voilà ce qu'il est. Moi aussi, je vais me battre pour être à son niveau. Mais l'autre effet, c'est que l'enseignant lui-même va se dire, mais celui-là, il occupe telle position alors qu'il était là devant moi. Donc, ceux qui sont en face de moi, ils peuvent le dépasser. Donc, je leur dois respect et considération. Quand les enseignants considèrent que chaque enfant a un talent et il faut l'aider à découvrir son talent et à le valoriser, parce qu'il y a des élèves, ils ont tellement de talent que le problème, c'est de les mettre à l'école. Quel que soit l'environnement, ils vont réussir. Ce qui nous intéresse, c'est la grande masse qui demande plus d'attention. Et je crois que les anciens, c'est la clé structurelle et nous y travaillons pour que les anciens retournent à l'école, aident à orienter les enfants, nous aident dans l'informatisation du système. Vous savez qu'aujourd'hui, avec l'informatique et l'Internet, si certains ont accès et d'autres n'ont pas, ça veut dire que c'est la plus grande iniquité. Donc on a chargé une commission de réfléchir sur la question pour que dans les bourgs les plus éloignés où il n'y a pas d'électricité, qu'on puisse avoir l'accès à l'informatique et à l'Internet. Mais aussi, les anciens peuvent améliorer les infrastructures
dans leur établissement. Donc, c'est des biens divers et variés et vous touchez là une niche qu'on est en train d'adresser. Chacun doit se dire, si le système m'a permis de gravir les échelons, j'aide mes enfants à suivre le même chemin, voire à me dépasser, qu'est-ce que je fais pour les enfants des autres? Est-ce que je peux aider un peu? Un système sans grève aussi, est-ce qu'il est possible d'arriver à ce niveau? Ce qui est terrible, c'est que depuis 1968, au Sénégal, rares sont les années où il n'y a pas eu de grève. Nous devons sortir de cette logique de perturbation continue. Mais ce qui permet de le faire, c'est une capacité d'anticipation. C'est une capacité d'organisation sociale forte. Partout où je suis allé, en interviewant, vous savez que j'ai été secrétaire général du SAES quand même. Quand on m'a dit, monsieur le recteur, est-ce qu'il y a 57 façons de prendre en charge les revendications de l'école? J'étais gêné. Il n'y en a pas. Donc, il faudrait qu'on réorganise le mouvement social qui est nécessaire. Mais il faut un dialogue sincère, franc, avec des structures d'anticipation pour lier le dialogue. Et quand il y a rupture, des moyens pour rapidement circonscrire les éléments. Mais il faut, quand on entre dans la fonction, qu'on sache qu'est-ce que c'est qu'être enseignant. Qu'il y ait une charte, qu'on signe la charte et qu'on nous rappelle en permanence la charte. L'enseignant, c'est le modèle. L'enfant prend comme image son enseignant. Si vous aviez eu un prof de mathématiques très bon, vous avez de fortes chances d'être un bon matheux. Donc, au sortir de ces assises, on aura une charte de l'enseignant. On va proposer une charte de l'enseignant. On va proposer même une charte des écoles pour qu'on sache une école c'est quoi. Une école entourée de cantines. Une école où il n'y a pas de terrain de sport. Une école où il n'y a pas de salle internet au XXIe siècle. Non, il faut qu'on se fixe des exigences de standards et qu'on essaie de les approcher progressivement par une solidarité partagée. Abdou Salam Sall, président du Comité national des assises de l'éducation et de la formation et l'invité du grand jury de la RFM, un système éducatif avec quel manuel par rapport à cette réforme, dans une perspective de révision de l'histoire générale du Sénégal sur laquelle travaille une équipe conduite par le professeur Iba Der Thiam. Ça aussi, c'est une question de fond. La question de fond, c'est les programmes. Toujours, je reviens à Ngalandou Diouf. Les élèves disent que, vous savez, on nous enseigne beaucoup de choses. On connaît les États-Unis, on connaît la Chine, on connaît la Deuxième Guerre mondiale, la Première, on connaît le Japon. Mais ce qui se passe dans notre quartier, on ne sait pas. Ce qui se passe dans notre pays, on ne connaît pas. Et qu'il y a aujourd'hui une nouvelle citoyenneté. Avec une histoire aussi falsifiée. Qu'on doit... On dit l'histoire qui est rédigée par les vainqueurs. Naturellement, nous devons réécrire l'histoire. Nous devons... quand j'ai été à Touba, je me suis rendu compte que des concepts utilisés par l'UNESCO sous d'autres vocables étaient utilisés à l'identique par la commission éducation. Quand je fais un peu le tour, je constate que dans nos imaginaires, il y a tellement, dans nos propriétés immatérielles, il y a tellement de choses où on peut nourrir nos enfants. Les contes et légendes, ça développe beaucoup de choses. Parce que dans notre civilisation, on ne dit pas les choses, on dit les images. Et c'est l'intelligence qui permet de relier les choses. Donc toutes ces formes doivent être... Donc nous avons comme grande responsabilité de revoir comment donner les outils en s'adossant à nos valeurs de civilisation, mais en les ouvrant à un monde qui change beaucoup et qui est lié par la science, mais aussi qu'on regarde comment produire ces manuels. Aujourd'hui, est-ce que la technologie ne peut pas être un raccourci? Comment... il y a aussi l'économie de l'éducation. Comment faire en sorte qu'en généralisant l'éducation, l'économie qui va avec, des Sénégalais puissent capter ça et puissent participer au développement de l'éducation. Voilà les équations que les assises doivent régler. Et il y a une commission financement qui doit traiter de ces questions, qui en dehors des ressources de l'État, l'État a fait beaucoup d'efforts. On dit 40% du budget de fonctionnement. Mais c'est un peu moins de 6% du PIB. La Namibie met 10% de son PIB. Les anciens, est-ce qu'ils ne peuvent pas participer davantage?
Mais est-ce qu'on peut explorer l'environnement bancaire? Mamoudou, nous voulons créer 2 banques, ou structures financières en tout cas. La banque éducative et la banque de solidarité islamique du Sénégal. Il devrait être facile pour la dernière banque d'avoir 1 million de Sénégalais qui chaque année donnent 10 000 francs au moins. Mamoudou, c'est 10 milliards. Ça nous permet de faire une politique. Donc, il faut qu'on adresse l'environnement bancaire. Mais surtout, une fois qu'on a capté l'essentiel des ressources, il faut qu'on voit quelle est l'obligation de l'État. L'obligation de l'État se trouve dans l'éducation fondamentale. C'est-à-dire, aujourd'hui, ils disent 10 ans. Moi, je dis dans le futur 13 ans pour considérer le préscolaire. Mais le préscolaire, il faut qu'on s'engage tous. Aujourd'hui, l'État ne peut pas prendre ça. Mais une fois qu'on a fait ça, il faut qu'on dégage les mécanismes qui permettent d'orienter les flux au niveau de la formation générale, qui est à 95% des apprenants aujourd'hui, pour 70% de bacheliers littéraires. Il faut que ça revienne à 50-60% avec une répartition des flux acceptable et qu'on développe l'enseignement technique et la formation professionnelle. Je travaille beaucoup sur la question en liaison avec le plan Sénégal émergent et l'acte 3 de la décentralisation. Oui. Parce qu'un système éducatif n'est pas neutre. Un système éducatif est porteur des valeurs de citoyenneté, de savoir vivre ensemble, mais est porteur de capacités fléchées pour prendre en charge les intérêts économiques d'un pays. Mais justement, à terme, on aboutira à quoi? À une restauration et un renforcement de l'école publique, de l'école de la République, ou à une privatisation de notre système éducatif? Le privé remplit une mission d'utilité publique. L'état d'indigence de nos concitoyens nous oblige à fortifier davantage l'école publique. En réalité, si on ne fait pas attention, ceux qui s'en sortent aujourd'hui, ce seront leurs enfants qui vont s'en sortir demain. Et c'est injuste. Nous aussi, nous devons, et ce sera non seulement injuste, mais ça ne génère pas d'horizon stable, parce que les autres ne l'accepteront pas. Donc nous devons bâtir un système équitable qui, tout en renforçant le public, tient compte aussi du privé, mais forcément le public. Le temps qui nous est imparti est presque terminé, mais on va aller très très vite. Alors, aujourd'hui, avec vous, on parle d'assises de l'éducation et de la formation. Tout à l'heure, je rappelais qu'il y a eu des concertations sur l'avenir de l'enseignement supérieur. L'histoire générale du Sénégal également, c'est une réforme qui est pilotée par le professeur Ibader Thiam. Je dois aussi mentionner que concernant l'avenir de l'enseignement supérieur, il y a eu votre collègue, le professeur Souleymane Bachir Diagne. Toutes ces réformes auraient pu aller de pair peut-être pour avoir un mouvement d'ensemble plus cohérent, non? Il me semble que c'était une intention au départ. On est arrivé à des choses sérieuses. Il nous appartient, nous, assises de l'éducation, de faire en sorte que la cohérence globale soit retrouvée. Et qu'on puisse avoir nous, notre responsabilité, c'est de lier tout cela. Notre responsabilité, c'est d'asseoir une bonne base qui permette de féconder le supérieur. Mais que le supérieur aussi, je suis en train de voir avec Alioune Diané, mon ami, comment est-ce qu'on va écrire aux enseignants du supérieur pour qu'ils prennent leurs responsabilités sur le système éducatif. Mais au niveau de la charrue avant les bœufs, franchement, quand on construit une maison, c'est basique, hein? On commence d'abord par la fondation. Mais là, dans l'éducation, on commence par le 5e étage pour après commencer à faire la fondation, c'est-à-dire l'école de base. Il est clair que nous avons de grosses responsabilités. Nous avons à articuler tout cela, nous avons à ouvrir tout cela et à créer un système cohérent, flexible, et un système où il y a une solidarité à l'intérieur, où on a une connaissance mutuelle. Et je pourrais parler de l'expérience de l'université Gaston Berger par rapport à l'école des jeunes filles de Ahmed Fall de Saint-Louis, et les biens que ça a procuré. Et je souhaite qu'on puisse continuer dans cette dynamique, qu'on puisse bâtir quelque chose de solide, conforme aux valeurs des Sénégalais qui ont beaucoup de talent, mais
où on doit créer une masse critique de talent par une école qui est réellement une école sénégalaise et pas une école au Sénégal. Vous êtes d'accord, il faut remettre les choses à l'endroit? Je suis parfaitement d'accord avec vous, il faut tout articuler. On hérite et on tient compte de l'ensemble des concertations qui ont eu lieu et on essaie de bâtir quelque chose qui va avec. Et si maintenant on faisait un référendum sur les questions de portée sociale majeure à l'image des réformes de notre système éducatif qui nous renvoie quelque part, on l'a dit, au modèle de société que nous voulons? Ce que nous sommes en train de faire fonctionne comme un référendum. Parce que nous sommes allés interroger les Sénégalais au plus profond du Sénégal. Nous tenons compte de leur volonté. Nous sommes allés voir les autorités religieuses. Nous sommes allés voir tous les anciens ministres. Maintenant, la prochaine étape, c'est d'aller à l'Assemblée nationale rencontrer les partis politiques. Il me semble que notre volonté, c'est de construire un système qui a l'assentiment du plus grand nombre, si ce n'est de tous, et qu'on éprouve dans la durée en l'évaluant en permanence. Un référendum aurait quand même réglé le problème plus simplement. Là, c'est plus formalisé, quoi. Peut-être que c'est une excellente idée qu'il faudra à l'avenir retenir. Au lieu tout le temps de dire référendum sur les institutions, mais pourquoi ne pas faire sur des questions de portée sociale importante? Je crois que ce serait une évolution majeure. Et ça donnerait une crédibilité à tout ce que les gens font. Dernière question, c'est une question d'actualité. Comment le professeur, le chercheur que vous êtes, a-t-il accueilli le débat posé par l'ouvrage du professeur Omar Sangaré, Le Coran et la culture grecque? Vous savez, moi je suis musulman pratique. Et ça interpellait toujours quand j'étais en fonction, j'allais prier à la mosquée du Point E. Et qu'on disait c'est la première fois qu'on revoit un recteur prier. Je suis d'abord musulman halpulaar. Je crois que nous devons faire beaucoup attention à nos... Parce qu'aujourd'hui, si les autres combattent l'islam, c'est parce que la puissance de l'islam pour une société égalitaire est très profonde. Nous autres, nous devons faire extrêmement attention. Et moi, je suis ce que je suis parce que je m'adosse fortement à mes croyances religieuses. Professeur Sangaré avait souhaité que le débat ne sorte pas de l'espace universitaire. On ne peut pas écrire sans que ça ne sorte dans l'espace universitaire. Nous publions d'ailleurs, nous ne publions pas que pour l'espace universitaire. Nous publions surtout pour la société de façon générale. Vous n'êtes pas d'accord que représente l'espace universitaire par rapport au pays. Vous n'êtes pas d'accord avec lui? Non, naturellement, il ne pourrait pas. Je ne peux pas être d'accord avec lui. Merci, Abdou Salam Sall, d'être revenu. C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois et on me félicite. Et je crois qu'à partir de votre émission, on aura 50 000 visiteurs sur notre site web pour nous dire ce qu'ils pensent. Votre site assise au pluriel _du6 éducation au singulier.sn. Pour le moment, c'est gratuit, mais quand vous aurez beaucoup d'argent, n'oubliez pas de passer à la caisse du groupe Futur Média. C'est votre contribution citoyenne. Abdou Salam Sall, ancien recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et président du Comité national des assises de l'éducation et de la formation. Merci. À la technique, Marie-Justine Diogo. Merci d'avoir suivi cette émission de Grand Jury présentée par Mahmoud Ibra Kane. Bon dimanche. Rendez-vous dimanche prochain.